tout le monde. Alors moi je suis Yannick et je suis manip à Nancy, comme on vient de le dire, depuis 2001 dans un service de articulaire. Alors j'ai demandé une formation en hypnose. Alors au début on m'a dit, bon toi t'es gentil, mais voilà, t'appuies sur des boutons. Ouais, bah Hein, ouais. comment je fais défiler? Ah voilà, t'appuies sur des boutons et à part dire respirez pas, ben tu dis pas grand chose au patient. Alors il a fallu batailler un petit peu avec la direction et tout ça, mais bon j'ai eu des cadres qui ont compris mon projet. Mon chef de service, professeur Blum, qui a aussi compris mon projet. Et grâce à ça, j'ai pu partir sur une formation longue ici à Paris, à l'Institut français d'hypnose, sur 2 ans. Ouais. Bon, c'est pas beaucoup de jours, hein, c'est 25 jours sur 2 ans, mais faut laisser le temps d'intégrer un petit peu le processus et tout ça. Pourquoi je me suis posé la question de faire une formation complémentaire? C'est que dans les prises en charge standards que je faisais tout le temps, ben, j'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait parce que j'avais mes patients qui n'étaient pas toujours dans le confort. Et quand je dis qu'ils n'étaient pas toujours dans le confort, c'est que, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais on a tous vu des patients qui montrent que ils ont des stigmates de douleur pendant des gestes. Ça peut être des ponctions, ça peut être même pendant des perfs, ça peut être n'importe quand. Et moi, j'étais mal à l'aise par rapport à ça. J'étais mal à l'aise parce que j'étais un petit peu témoin de ça, mais je pouvais rien faire, soit parce qu'il n'y avait pas d'antalgique, soit il n'y avait pas le temps, soit on n'y a pas accès, soit non mais c'est bon, la locale ça chauffe, alors c'est pas la peine le temps qu'on va mettre une locale ou pas. Enfin bref, donc moi j'étais un petit peu impuissant et puis démuni et puis voilà. Et puis l'inconfort, il n'y avait pas que ça, il y a l'inconfort aussi des patients qui est comme ça, qu'on va les chercher en salle d'attente, quand ils sont couchés sur nos tables d'examen, où ils sont persuadés que ça va se passer de manière catastrophique. Après, on ne peut pas leur donner tort. Des fois, il y a des soins qui ne se sont pas forcément passés bien. Et avec la mémorisation qu'on connaît, et ben, forcément, ils ont des têtes à peine comme ça. Alors, je ne sais plus ce que je devais dire. Alors, si je vous parle de ça, c'est que dans la douleur, bah, si on voit la définition, il n'y a pas que la sensation, il n'y a pas ce que je ressens. Que je ressens quand on me pique. Il y a aussi toute l'émotion qu'il y a avec. Et ça, c'est important de le souligner parce que souvent, on veut donner uniquement ou un antalgique ou un anxiolytique. Et ça, c'est pas tout le temps pris en charge par les médecins, par l'équipe médicale. Des fois, on dit non, mais c'est bon, il doit aller au bloc, j'ai pas le temps de lui filer ça, il va serrer les dents 2 secondes et puis ça ira. Sauf que la personne, jusqu'à ce qu'elle se pète un jour le fémur, et là, elle comprendra pourquoi elle aurait voulu peut-être son antalgique. Là, je vous ai mis des images d'IRM fonctionnelles. C'est que il a été montré que l'activité de ces sensorielles-là dans le cerveau, l'activité, elle augmente quand il y a un stimulus douloureux. Donc il y a notamment le cortex cingulaire antérieur et puis l'insula, il y a le thalamus. Donc quand il y a un stimulus douloureux, l'activité elle augmente. Dans ces aires-là, il y a l'air du ressenti, mais il y a aussi des aires émotionnelles. C'est ce que je vous disais avant. Il n'y a pas que ce que je ressens quand on me pique, il y a aussi toute l'expérience émotionnelle qu'il y a avec. Là, je vous ai mis les zones du cerveau dont l'activité diminue quand on est sous hypnose. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu les mêmes que quand on a mal. Ça a été montré là, par exemple, avec un cerveau qui a mal. Et puis quand il est sous hypnose, et un bizarre ressenti douloureux, et ben il a... Alors les gens qui me disent ouais c'est bien l'hypnose, moi j'y crois pas, bah du coup, bah, ça a été prouvé quand même. Alors l'hypnose c'est quoi? Bah là je vous ai mis une définition un petit peu imbuvable, hein, histoire de vous hypnotiser un petit peu. L'hypnose c'est un état de conscience modifié. Alors ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se rapproche un petit peu de la rêverie. Alors on a tous connu ça, hein, quand on écoute une présentation un petit peu ennuyeuse, j'espère pas là. Quand on est en train de conduire sa voiture, on est en train de rentrer chez soi et on se dit c'est quoi que je dois faire les courses, et puis je suis concentré sur la route, et puis je fais ça, et puis d'un coup je suis chez moi, et pourtant j'ai conduit, et pourtant j'étais quand même concentré sur la route, et puis j'étais un petit peu là, un petit peu ailleurs, et ben c'est ça, c'est ce qu'on appelle une dissociation. Et pendant cette dissociation, et ben on est un peu là, un peu ailleurs. Et ça c'est de manière naturelle, mais ça peut être aussi induit par quelque chose. On connaît tous les images en spirale, on dit ça m'hypnotise, ou ça peut être induit par quelqu'un. Et ce qui est bien dans cet état-là, c'est que on diminue la conscience critique.
Et quand la conscience critique elle est diminuée, il y a une diminution du jugement, et à partir de là, on se donne un petit peu tous les moyens, et puis le patient il est un petit peu moins dans ses... il est un petit peu moins accaparé par sa peur, par sa douleur ou par ses ruminations ou plein d'autres choses. Les idées reçues, on en a tous. On en a tous, elles sont véhiculées par les médias, par un petit peu tout. On pense hypnose et tabac, on pense au spectacle, on pense à plein de choses. Et on pense aussi, par exemple, à la perte de contrôle. On pense à la perte de contrôle de la personne qui monte sur scène et qui fait n'importe quoi. Si elle fait n'importe quoi, c'est qu'elle est d'accord en fait avec ça. En hypnose, comme je l'ai dit, on va faire tomber des barrières. Mais ce qui reste, c'est notre partie inconsciente. Et notre partie inconsciente, elle va correspondre finalement à nos valeurs, à notre bien-être, à notre sécurité. Ce qui veut dire que même si on place ce qu'on appelle une suggestion, si elle ne correspond pas à nos valeurs, si elle ne correspond pas à notre bien-être, elle ne va pas être acceptée et elle va être mise de côté. Donc je ne peux pas vous faire faire n'importe quoi sous hypnose. Et l'autre truc, c'est qu'on se dit, quand il est en hypnose, il dort. Hein, souvent, c'est assimilé à un sommeil. Et pas du tout. En fait, c'est tout l'inverse. On dirait que c'est un sommeil, c'est pas parce qu'ils ont les yeux fermés qu'ils dorment. D'ailleurs, les patients qui viennent à l'hôpital, ils sont déjà un petit peu en état d'hypnose. Ils ont l'air complètement à côté de la plaque, ils veulent que leur bon de transport, que ça, que... Enfin, je vous fais pas le topo, vous connaissez tous. Mais ils sont en état d'hypervigilance, ce qui veut dire que dès qu'ils pensent à quelque chose, dès qu'ils... ça va avoir un impact très fort. Et l'impact très fort qu'on peut avoir, c'est les mots qu'on prononce. Là, je vous ai mis une liste des choses. Et c'est là où je pense que j'ai compris que ma prise en charge, elle n'était pas optimale et elle n'était pas efficace. C'est que j'étais bienveillant, je ne voulais pas les prendre en traite en leur disant que ça faisait mal. Moi, je voulais leur dire de se focaliser sur la zone qui allait faire mal en les piquant. Je voulais leur dire qu'il ne fallait pas avoir peur. Je voulais leur dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais finalement, le cerveau, il ne comprend pas la négation. Et si là, maintenant, tout de suite, je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose... Donc maintenant, pourquoi on leur demande de ne pas avoir peur? Parce que quand on leur demande d'avoir peur, voilà, si là je vous demande d'être assuré et que tout va bien, voilà pourquoi ils ne comprennent pas toujours. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un petit peu reformuler les mots. Et là, ça aide déjà beaucoup. C'est un petit peu ce que j'ai appris. C'est déjà un petit peu le socle de ce que j'ai appris quand je suis parti à l'IFH. C'est qu'il faut déjà reformuler un petit peu. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est quand même mieux de dire que c'est peut-être pas très agréable. C'est peut-être pas besoin de dire que le produit il chauffe et que ça va presque faire des nausées. C'est peut-être pas besoin de dire que l'IRM elle va être c'est enfermé. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Ces exemples-là, je les ai donnés pas qu'aux manip, hein, je les ai aussi donnés aux secrétaires. Je les ai donnés un petit peu à tout le monde. Et tout ça, c'est la base de la communication thérapeutique. Et ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est le socle. Et ça, c'est pas l'apanage de une ou deux personnes dans un service. C'est pas le manip qui est formé en hypnose qui doit avoir ce langage. Ça doit être un petit peu tout le monde. Même le brancardier qui passe par là et qui dit « je ne veux pas vous faire tomber », par exemple. Avec cette communication thérapeutique, donc on prend en charge les patients un petit peu tout le temps, et voilà. Mais après, bon, on passe quand même, on part pas 2 ans en formation, hein. Et là, on passe sur une hypnose un peu plus conversationnelle. Donc là, en plus d'avoir ce langage-là, on apprend à changer un petit peu le rythme de sa voix, comme je le fais là un petit peu maintenant, et comme on peut le faire avec certains patients. Pourquoi? Parce que suffit de demander à un patient, bon, maintenant c'est bon, là, détendez-vous. Ah, c'est bon, c'est rien, ça va. Mais si par contre, je lui demande, juste une seconde, là, de jouer un petit peu avec sa respiration, mais voir comment est-ce qu'il pourrait essayer de la calmer. Et s'il a trouvé peut-être là maintenant, juste un tout petit, en jouant un peu, s'il sent pas qu'il est un petit peu plus détendu, et bien bizarrement, il va se sentir un peu plus détendu. Comme moi, quand je suis rentré dans la salle avant. Et enfin, il y a l'hypnose formelle, où là, on va faire ce qu'on appelle une induction, où on va induire la dissociation du patient. Donc là, j'ai entendu tout à l'heure que c'est chronophage, j'y reviendrai tout à l'heure. On va faire effectivement un travail un petit peu plus profond, où là, on va faire un travail vraiment d'analgésie, où on va proposer
des images, par exemple des images de froid qui endort le bout des doigts, et bizarrement, ben, on se sent avec les doigts endormis. Ça, si je vous le propose là comme ça, si vous n'êtes pas en état d'hypnose, c'est sûr ça ne va pas fonctionner. Mais si vous êtes dans un état dissocié, cette image, le cerveau, il va la prendre comme telle, il va l'accepter, et l'effet analgésique, il va fonctionner. Pareil, pour diminuer le stress et l'angoisse. Alors ça, on peut l'utiliser, ça je l'utilise pour des ponctions, pour des vertébroplasties, pour plein de... C'est sûr que je ne vais pas m'amuser à rentrer dans une séance d'hypnose formelle juste pour une pause de perf. Là, je vais être sur quelque chose de conversationnel. Alors les gens, ils me disent, ouais, tu as juste parlé avec le patient, tu n'as pas fait d'hypnose. Ben si, parce que dans ce que j'ai fait avant, ben, je leur glisse des suggestions. L'hypnose, c'est pas juste dissocier les gens. C'est pas juste les dissocier et leur dire n'aie pas peur. Parce que là, on a l'effet inverse. C'est leur proposer des suggestions bienveillantes. Ce qui veut dire qu'on travaille à deux avec le patient. Et ça va jouer aussi sur son ressenti. Si quelqu'un décide d'aller se faire tatouer, bizarrement, sa douleur, il va la coter moins forte que quelqu'un qui va aller se faire poser une perf. Alors que c'est le même tatoué. On a tous eu le mec tatoué qui dit « je déteste les perfs ». Donc l'expérience de la douleur, on peut la corréler comme ça. Alors, le temps, est-ce que c'est chronophage? Au début, je me suis dit, ouais, ça va être chronophage, c'est vrai. Mais alors, c'est mon temps à moi. Si je prends un quart d'heure à batailler avec un patient, qu'on ne fait pas l'examen, qu'on le reconvoque, que l'examen 2, enfin 1.2, il ne se passe pas super bien. Parce qu'il va déjà arriver avec plein d'a priori. On l'a peut-être shooté avec je sais pas quoi. Tout ça, finalement, le temps cumulé du patient, il n'est pas inférieur. Si par contre je prends quelques instants pour faire une séance d'hypnose, et ça ne me prend pas 45 minutes. Et si ce patient-là, il est immobile, s'il est calme, si le médecin radiologue il peut être un peu plus concentré sur son geste, s'il n'est pas sur un patient qui est tendu, et puis c'est plus facile quand même pour rentrer son aiguille, s'il y a tout ça qui est cumulé, ben je pense qu'on rattrape ce temps-là. Et puis après, il y a aussi des temps qui sont des temps morts pour les patients. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais si on prend un tout petit peu de recul, il y a des temps qui sont très anxiogènes. Les temps-là, c'est par exemple les temps de préparation de matériel stérile. Le patient, il est là, il attend, et puis il flippe quand même. Il voit préparer des champs, il voit le médecin s'habiller en stérile, ou il est en train de se demander pourquoi le radiologue il est 3 heures devant un écran en train de chercher, il est en train de se demander s'il connaît son dossier ou pas, alors qu'il est juste en train de simuler le trajet le plus direct de son aiguille. Et tous ces temps-là, si on les met à contribution pour faire une induction hypnotique, ben ça fonctionne. Alors ça fonctionne parce que je l'ai fait un petit peu. Alors le statisticien de l'hôpital, il m'a dit de faire 2 groupes de 98. J'ai pas compris pourquoi c'était pas 100. Je lui ai redemandé, il m'a dit c'est la méthode. J'ai dit ok. Bref, j'ai quand même chronométré. Alors ça, c'est des patients qui sont venus pour une vertébroplastie, chacun sur une vertèbre lombaire tassée. Ils viennent tous les deux. Chaque patient, il vient pour la même chose. C'est sur une lombaire, et voilà. Les deux groupes, le temps de procédure vraiment identique. Le VA un petit peu baissé, pas tant que ça parce qu'il y a 3 personnes qui ont montré des EVA un petit peu hautes à 7. Par contre, le stress, il a beaucoup diminué. Et le vécu du patient, là je ne l'ai pas écrit, parce que je préfère en parler, mais ça n'a rien à voir. Comme je vous ai dit, l'expérience émotionnelle, elle n'est pas la même. Du coup, s'ils cotent leur douleur max que j'ai dans mon échantillon de 15 patients à 7, ces patients-là, ils ont beaucoup mieux vécu leur douleur. Et leur 7, peut-être que pour eux, il ne vaut pas un 7. Et c'est ça qu'il faut peut-être retenir. Et puis les radiologues, pour eux, c'est quand même plus confortable. C'est tellement confortable qu'ils le proposent très souvent en consulte pré-biopsie ou pré-vertébroplastie. Je parle des vertébroplasties parce qu'on en fait 800 dans le service, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour, et puis du coup, il nous reste plein de temps. J'ai laissé mon mail si jamais vous avez des questions, et puis comme ça, on a le temps de discuter de tout ça. Merci.